Debout les Français, c'est avec Philippe Nicolardot, patron d'émission sur Radio Courtoisie et grand spécialiste de la chose militaire, et avec qui nous allons parler de la manière dont Emmanuel Macron se réjouit évidemment de chaque occasion pour nous précipiter un peu plus vers la guerre. Bonjour Philippe Nicolardot. Bonjour Richard. Alors, Macron nous a dit que nous sommes, je cite, dans une confrontation avec la Russie. Voilà. Et donc, il a dit ça au Danemark, puisqu'il profite du fait qu'il n'existe plus en France, ou presque, et qu'il ne représente rien, pour parcourir le monde. Qu'est-ce que vous pensez de l'analyse que le président Emmanuel Macron fait de la situation géopolitique internationale et notamment de la manière dont la Russie, avec ses drones, nous jetterait dans une confrontation ou en tout cas appellerait à une confrontation? Je crois que Emmanuel Macron n'a pas changé de ligne depuis plusieurs mois. Il y a quelque temps, la rhétorique développée était une rhétorique qui portait sur la notion même de guerre. Nous étions en guerre, comme je l'avais déjà dit précédemment, sous ce quinquennat, sous ce double quinquennat, le terme guerre a fini par être tellement galvaudé que on se demande si on pourra un jour continuer à l'employer dans l'acceptation réelle du terme. Donc, la guerre est un élément de la rhétorique macronienne extrêmement présent, et maintenant, c'est la confrontation. Alors, entre la guerre et la confrontation, il n'y a pas beaucoup de différence. Ça donne peut-être encore plus de chair à notre opposition à la Russie. C'est possible, mais je crois qu'on est toujours dans l'exercice rhétorique, puisque vous savez, comme moi, cher Richard, qu'un discours doit être appuyé, quand on évoque les questions géostratégiques, les questions militaires, doit être appuyé sur une réalité militaire. Or, ce que l'on sait, et je ne suis pas le seul à le dire, même les gens qui sont plus proches du pouvoir que moi, modestement, eh bien, reconnaissent que nous n'avons pas les moyens militaires d'une confrontation réelle avec la Russie. C'est bien là qu'est le problème. D'un côté, une rhétorique, et de l'autre, des moyens qui ne sont pas là. Donc, pour répondre à votre question, nous sommes encore dans une rhétorique macronienne qui ne s'appuie en réalité que sur très peu de moyens. Voilà. Alors, c'est-à-dire que Emmanuel Macron parle de confrontation et il va jusqu'à proposer l'aide de la France au Danemark pour sécuriser l'espace aérien danois. Mais dans les faits, la France manque d'avions, la France manque de missiles, la France manque de drones, la France manque de satellites. En fait, dans les faits, la France est incapable de véritablement assurer une quelconque sécurité d'un quelconque espace. Alors, je crois que je n'abonderai pas complètement dans votre propos. On peut dire quand même que la France a les moyens de fournir quelques avions pour contribuer à défendre l'espace aérien de tel ou tel pays de l'OTAN, mais de là à dire qu'on peut assurer complètement la sécurité de l'espace aérien de l'OTAN avec nos propres moyens, non, ça serait aberrant. La France est une puissance moyenne qui constate, 3 ans après les débuts de la guerre en Ukraine, que cette guerre a provoqué des bouleversements technologiques majeurs auxquels nous n'étions pas préparés. Et si nous voulons y faire face, il nous faut du temps. Et aujourd'hui, le temps est très court. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Schill, rappelait récemment que, pour vous donner un ordre de grandeur qui est précis, le général Schill disait aujourd'hui, nous sommes capables de fournir pour les forces terrestres une brigade dite bonne de guerre, c'est-à-dire une brigade en état de marche opérationnelle, si je puis dire, selon les références de l'OTAN. En 2027, la même armée de terre française pourrait fournir 25 000 hommes, et à l'horizon 2030, une capacité de commandement d'un corps d'armée d'environ 35 000 hommes. Donc aujourd'hui, l'armée de terre peut fournir une brigade de 5 000 hommes aux références OTAN. Donc voilà pour ce qui concerne les forces terrestres. Pour l'armée de l'air, nous avons une armée de l'air très compétente, mais avec des moyens réduits. Donc nous pouvons contribuer, mais de là à envisager une confrontation avec la Russie sur terre, sur mer et dans les airs, je crois qu'on est dans le rêve macronien. Alors, on est dans le rêve macronien, mais qui, à chaque fois, évidemment, dissimule un rêve européen.
C'est-à-dire que puisque la Russie, avec ses drones, est en train effectivement de tester l'ensemble des réactions des pays européens. Alors, je ne rentrerai pas dans la polémique de savoir si les drones sont effectivement russes ou pas et si la Russie teste ou non. Voilà, le fait que les différents blocs passent leur vie à s'asticoter, voilà, ça fait juste quelques décennies, même quelques siècles, que chacun vérifie que l'autre est capable de se défendre. Et voilà, on ne va pas non plus présenter la Russie comme un tendre agneau. Il y a aussi cette réalité de l'accord qui a été passé entre Ursula von der Leyen et Donald Trump, qui oblige carrément l'Europe à acheter pour des centaines de milliards de dollars d'équipements américains, et notamment ces fameux drones que Ursula von der Leyen appelle de tous ses voeux, avec un mur de drones qui nous protégerait. Rappelons évidemment que l'armée française, avec les brillants civils qui étaient en charge des lois de programmation militaire, a abandonné une partie de ses programmes de surveillance du champ de bataille et de drones tactiques ou non, et que le Cornu vient à peine d'en relancer un. Est-ce qu'on peut dire que la France était largement passée à côté de ce qu'est aujourd'hui la guerre potentielle avec la Russie, avec la manière dont la guerre ukrainienne a révélé d'une part la résurgence d'une guerre quasi 14-18 avec voies ferrées et tranchées, et d'autre part cette nouvelle guerre avec les drones? Oui, sur les drones, je voulais dire que autant, semble-t-il, il y a une assez grande certitude pour l'origine des drones qui ont frappé ou qui sont tombés en Pologne. Pour le reste, ceux qui ont été interceptés ou identifiés plutôt en Scandinavie, et notamment au Danemark, il y a quand même un certain nombre d'incertitudes sur leur provenance, parce que le problème des drones et de tout objet aérien, c'est l'identification et puis ensuite la décision à prendre, les abattre ou pas. Mais ce que je voulais dire à propos des drones, c'est qu'en fait, la question n'est pas nouvelle des drones. Ça fait plus de 10 ans que des drones, l'irruption de drones dans les espaces aériens, notamment occidentaux, américains, anglais et même français, pose question. On peut s'interroger sur le décalage entre l'irruption de ces moyens technologiques nouveaux et le délai de réaction que nous avons face à ces engins. Donc, je vous rejoins pour vous dire que cette irruption de nouvelles technologies dans l'histoire de la guerre ou dans l'histoire de l'affrontement entre les États n'a pas été anticipée, et d'autant plus que, comme vous le dites, les budgets militaires étant réduits depuis 10 ans, c'est pas là que nous avons fait effort. Et à côté des drones, je évoquais les propos du général Schill, mais l'artillerie dans l'armée française avait été plus ou moins laissée de côté, les systèmes de défense antiaériens également, mais tout ça parce que, je le répète, au moins pour l'armée de terre, nous étions dans une logique de corps expéditionnaire, et que toute idée d'un conflit majeur en Europe n'était que pour mémoire dans les travaux du livre blanc. Donc aujourd'hui, il faut essayer de rattraper un retard technologique que nous aurions pu anticiper. Et je termine pour vous répondre, pour m'étonner du contraste entre le nombre d'instituts stratégiques de réflexion sur la guerre et sur le futur de la guerre, et l'absence de décisions politiques sur ce que nous allions faire face à ces nouvelles menaces. Et pour ce qui concerne le mur, vous savez, le mur de drone, les spécialistes sont partagés là-dessus, parce que les murs dans l'histoire militaire, ça peut aussi évoquer les murs de la ligne Maginot. Donc, qu'est-ce que serait qu'un mur anti-drone face à la Russie? Là, les questions sont encore multiples. Mais dans la rhétorique, ça porte. Vis-à-vis de l'opinion publique, je pense que l'idée d'un mur anti-drone, ça peut frapper les esprits. En tout cas, ça peut justifier que Ursula von der Leyen dépense effectivement les centaines de milliards que lui a réclamé Trump et qu'elle lui a gracieusement accordé. Ursula von der Leyen nous dit aussi que l'Union européenne ne laissera pas la Russie semer l'angoisse et la division dans nos sociétés, comme si l'Union européenne n'y arrivait pas toute seule. Est-ce que véritablement, on n'assiste pas, une fois de plus, à une espèce d'instrumentalisation de cette guerre russo-ukrainienne, de ce conflit qui en fait est
plutôt un conflit entre les États-Unis et leurs bras armés, l'OTAN et la Russie, conflit théorisé par les États-Unis depuis les années 80, et qu'on n'assiste pas à l'opportunité d'avancer, une fois de plus, un agenda fédéral où on enlèverait aux nations européennes le droit de choisir avec qui elles rentrent en guerre ou non. Est-ce que la guerre n'est pas le nouveau creuset dans lequel l'Union européenne essaye de faire fondre toutes les nations pour ressortir enfin une Europe fédérale ? Alors, avant de répondre à ce point qui est un point majeur, parce que c'est un point politique avec un grand P, quand Ursula von der Leyen évoque la volonté des Russes d'ébranler nos sociétés, bon, je lui répondrai que nous n'avons pas attendu les Russes pour voir nos sociétés ébranlées, fragmentées. Ce n'est pas elle qui évoque, pour ce qui concerne la France, l'archipel français. Hein, nous avons chez nous suffisamment de forces internes qui nous ébranlent pour ne pas avoir besoin des Russes. Donc moi, la question que je me pose, c'est si vraiment on veut une confrontation avec les Russes, est-ce qu'on a mesuré l'état moral, intellectuel et spirituel de nos sociétés pour faire face à ce qui est une des grandes tragédies humaines, la guerre? Personne aujourd'hui n'évoque ce paradoxe, ce contraste étonnant entre l'état de nos sociétés et puis la volonté de quelques dirigeants de brandir un étendard offensif. Alors effectivement, oui, sans être complotiste, mais il arrive que ceux qui sont qualifiés de complotistes aient eu raison ces derniers temps, on peut se demander si la guerre, ou brandir la menace de la guerre n'est pas un moyen faute de mieux, pour conduire l'Europe à une version plus fédérale. En d'autres termes, est-ce que les fédéralistes qui sont à l'œuvre depuis 60 ou 70 ans en matière européenne ne veulent pas saisir l'occasion d'une menace russe, entre guillemets, pour conduire à l'abolition des nations? Je pense qu'il y a beaucoup de vrai dans ce qui est plus qu'une insinuation, mon cher Richard. Merci Philippe. Philippe Nicolardot, dans la manière dont Macron explique voilà, que nous sommes rentrés dans une confrontation, qu'il est prêt à assurer la défense des autres, vous l'avez rappelé, il y a une posture, il y a une réalité. C'est par exemple ces régiments d'artillerie qui ont été dépouillés de leurs canons César parce que ces canons ont été envoyés en Ukraine, et d'autres régiments, pour d'autres matériels, ont eux aussi été dépouillés pour que les matériels soient envoyés en Ukraine. Est-ce que la France est capable réellement, 5000 hommes, ça paraît être une poussière, ce n'est rien par rapport aux forces qui sont en jeu, est-ce que la France est capable de reconquérir rapidement son autonomie militaire, sa souveraineté militaire, ses capacités industrielles, ou est-ce que là aussi le gouvernement a beaucoup parlé mais n'a pas réussi à entraîner les industriels? Pardonnez-moi, il vous reste 30 secondes. Bah écoutez, pour le moment, on n'observe pas que la mobilisation industrielle souhaitée ait été réussie. Tout le monde découvre qu'une politique de défense, c'est des décennies et que ce n'est pas en quelques mois ou quelques années qu'on rattrape l'impéritie des gens qui nous ont gouvernés et qui nous gouvernent. Eh bien, merci beaucoup Philippe Nicolardot, et évidemment à bientôt sur Radio Courtoisie, dans vos émissions comme dans les nôtres, pour faire le point sur cette confrontation macronienne. Merci Richard.